L'espionne de la marine par Gustave Le Rouge. On se souvient des sensationnelles déclarations que fit au Parlement anglais le ministre Bonar Law à propos de l'espionnage par signaux lumineux au mois de mars 1915. C'est depuis cette date que des mesures rigoureuses furent prises contre les agents allemands. Le récit qu'on va lire est un épisode authentique de la chasse aux espions qui fut organisée à ce moment de façon intensive dans toute l'Angleterre. Nous avons dû seulement, pour des raisons que le lecteur devinera, modifier le nom du héros principal. Chapitre 1er. Un soir de mai 1916. Le comté de Nottingham est un des plus industriels de l'Angleterre, riche par ses filatures, ses fonderies, ses usines de produits chimiques et ses fabriques de guipures et de dentelles. Son sous-sol produit abondamment la houille et le fer. Dès le début de la guerre avec l'Allemagne, les usines et les fabriques se consacrèrent à la production des engins de guerre. Les premiers raids des Zeppelins eurent pour but de terroriser les habitants de la côte orientale anglaise et, si possible, de détruire les usines de munitions. Le survol de la mer du Nord leur offrait du reste moins d'aléas que celui de la Manche. Du port de Sheerness, situé à l'embouchure de la Tamise, au Wash où se jettent le Witham et le Trent, qui arrosent Nottingham, la surveillance du rivage était d'autant plus active que l'on signalait sur la côte même des postes d'espionnage que l'on n'avait pas encore repérés. Au nombre des gardes-côtes se trouvait le contre-torpilleur The Vigilant, commandé par le capitaine Manglas, originaire du comté de Nottingham, et qui connaissait merveilleusement la topographie de la région. Il habitait du reste à Boston, petit port sur le Witham, à l'entrée du Wash. De temps à autre, le capitaine venait rendre visite à sa femme et à ses enfants lorsque le service du bord le lui permettait. Le cottage du capitaine Manglas s'érigeait sur la falaise qui domine la mer. Maisonnette très simple d'apparence, avec un petit jardinet, au parterre fleuri, elle n'avait que 2 étages surmontés d'un toit plat sur lequel un belvédère, pompeusement appelé la tour, servait à l'officier de marine de cabinet d'études. Il aimait, quand il n'était pas de service, travailler dans cet endroit isolé de la maison et se livrer dans le silence à des recherches scientifiques qui le passionnaient. Nul ne franchissait le seuil de la tour s'il n'était accompagné du capitaine, qui veillait avec un soin jaloux sur ses épures et ses instruments. Du reste, il en tenait la porte toujours fermée et gardait soigneusement la clé dans sa poche. Les pièces des 2 étages étaient meublées avec cette science du confortable, si répandue en Angleterre, et que très justement nous commençons à imiter. Au rez-de-chaussée se trouvaient le salon et la salle à manger, au sous-sol la cuisine, la buanderie et la salle de bain. Le capitaine Manglas avait baptisé son cottage de ce nom charmant, le Nid. Or, ce soir de mai 1916, comme la grosse horloge de la salle à manger venait de tinter son 7e coup, la porte vitrée communiquant avec le salon s'ouvrit doucement et une frimousse délicieuse de baby parut dans l'entrebâillement. « Personne encore, Cathy, nous avons le temps, mais dépêchons-nous !» Une seconde petite visiteuse apparut. C'était une ravissante fillette blonde, aux cheveux bouclés tombant sur les épaules, aux joues roses, aux yeux bleus et malicieux. Le frère et la sœur portaient chacun une brassée de fleurs fraîchement cueillies. « Il faut être poli, Bob, » prononça tout bas la fillette. « Nous allons en mettre pour tout le monde. Les plus grosses pour papa, les plus belles pour maman, les plus petites pour le lieutenant Worthon, et les autres pour Miss Gretchen. »« Oui, oui, » répliqua malicieusement le baby, « les plus laides pour Miss. »« Oh Bob, vous êtes vilain, » murmura la grande sœur. « Bon, » sourit malicieusement l'espiègle, « cela n'a pas d'importance. Il n'y a que vous pour m'entendre. » Le jeune Bob, blond comme sa sœur, rose et rieur, était vêtu d'un costume de jersey bleu marine qui laissait à tous ses mouvements leur grâce souple et vive. Plus réservé, Katy disposait avec grâce, à côté et devant chaque couvert, une branche de fleurs. « Très bien, fit soudain une voix sonore derrière les enfants. Ils se retournèrent, interdits tout d'abord, mais se rassérénèrent aussitôt. Le capitaine Manglas, leur père, leur souriait gaiement en leur ouvrant ses bras. Les enfants se précipitèrent au-devant de lui. Mr. Manglas était le type parfait de l'officier de marine anglais, grand, robuste, les épaules larges, le teint de brique, allé par les vents du large, le sourire accueillant, les yeux vifs au regard pénétrant,
l'air intelligent, fort et bon. Il venait à peine d'atteindre sa 40e année. « Eh bien, Katie, eh bien, Bob ?» demanda-t-il, lorsque ses enfants l'eurent embrassé. « Que se passe-t-il ? Quelle fête souhaitez-vous donc aujourd'hui ? Je ne vois aucun anniversaire à ma connaissance, à moins que... Serait-ce par hasard celui de votre miss ? Oh non, mon cher papa, dit vivement le garçonnet. C'était pour fêter votre présence au milieu de nous, mon cher père, expliqua Katie. All right, vous êtes de bons enfants, je vous remercie. N'est-ce pas qu'ils sont gentils d'avoir cette attention ? Qu'en dites-vous, Edith ? Il s'était retourné vers sa femme qui rentrait en ce moment, donnant le bras au lieutenant Wharton, second du capitaine. « C'est toujours fête, mon ami, lorsque nous avons le plaisir de vous avoir de temps à autre au milieu de nous, trop rarement hélas, pendant les sombres jours de cette horrible guerre, » murmura la charmante Mrs. Monglass. « Oui, » fit le lieutenant Wharton, « cela réjouit le cœur de se trouver en famille, et je suis profondément reconnaissant au capitaine de vouloir bien me permettre de m'asseoir à votre foyer, moi qui suis trop éloigné du mien pour y aller. »« Trêve de compliments, mon cher, » reprit Mr. Monglass. « J'ai une faim de loup, et de loup de mer, ce qui est pire, à table. Et selon le mot d'un poète français, profitons du bonheur que le hasard amène, c'est toujours ça de prix sur la misère humaine. À table. » Et remercions le Seigneur, achevant en sourdine l'organe un peu rauque de Miss Gretchen Northfield, la gouvernante des enfants. Katie soupira, Bob dissimula derrière sa serviette une grimace, les convives se regardèrent un peu gênés. C'est que l'aspect de cette miss, d'origine suédoise, sa voix, le regard de ses yeux bleus d'acier luisant sous des lunettes d'or, tout en elle semblait fait pour troubler l'harmonie en ce charmant intérieur. Grande, mince, sèche, des cheveux jaunes, un nez carré, des lèvres minces, des mains longues et osseuses, Miss Gretchen n'avait dans son allure rien de féminin. Les mots les plus simples prenaient dans sa bouche une allure de prophétie biblique. Elle avait été recommandée au capitaine par un de ses amis, officier dans la marine marchande et qui connaissait la famille Northfield, avec laquelle il était en relation d'affaires. L'érudition de la vieille fille, sa patience et aussi sa discrétion certifiée par les anciens maîtres chez lesquels elle avait fait l'éducation de deux jeunes misses, étaient les qualités qu'il avait désignées au choix de Mrs. Monglass. Il y avait 3 ans déjà qu'elle était en fonction et le capitaine et sa femme se louaient de ses services. Il n'en était pas de même des enfants, et surtout de Bob. Il détestait franchement sa gouvernante et, malgré les remontrances et les objurgations de sa grande sœur, la sage Katie, il ne manquait jamais une occasion de se moquer d'elle. « Papa, » demanda Bob lorsque tout le monde se fut installé, « est-ce que cette fois vous allez rester longtemps avec nous ?»« Vous savez, Bob, qu'on ne doit pas parler à table sans y être autorisé, » dit sévèrement Miss Gretchen. « Pour ce soir, je permets, » fit Mr. Monglass avec un sourire indulgent. « En temps de guerre, les occasions de se voir deviennent de plus en plus rares. Laissons donc à volonté parler les petits et les grands. »« Mon Bob, » dit-il alors à son fils, « je ne crois pas que mon séjour soit de longue durée. Mon bateau, The Vigilant, est sous pression. D'un moment à l'autre, je puis être appelé et obligé de quitter le nid. Le marin, comme le soldat, ne s'appartient pas, affirma noblement Mrs. Monglass. L'un et l'autre, mon fils, doivent être toujours prêts à accomplir leur devoir, si rude et si pénible soit-il. » Un regard de son mari la remercia d'avoir si bien traduit sa pensée. « Le poisson est excellent. Vous ne l'aimez pas, miss ? » « J'ai une légère migraine, » répondit la gouvernante. « Je craindrais de la rendre plus forte en mangeant. Je me contenterai d'un peu de thé. À votre aise. Dites-moi, » ajouta Mr. Monglass en s'adressant à son second. « Avez-vous lu, Wharton, la nouvelle découverte de la police ? » ?»« Non, Captain. Je n'ai pas encore lu les journaux. J'ai passé les minutes de liberté que vous avez bien voulu m'accorder avant le dîner à écrire une longue lettre à ma chère maman. »« Mrs. Wharton est toujours en excellente santé ? » demanda la maîtresse de la maison. « Oui, madame. Sa dernière lettre était très gaie et très encourageante. »« Eh bien, mon cher, reprit l'officier, il paraît que nous n'en avons pas encore fini avec l'espionnage Boche. Hélas, je m'en doute. »« Oh, les vilains Boches !» s'écria Bob en serrant ses petits poings avec colère. « Bob, » interrompit la gouvernante, « il vous est permis de parler et non de crier. »« On croit en avoir fini avec ces reptiles, » continua Mr. Monglass, sans prendre garde à l'interruption. « On les écrase et soudain, on en découvre de nouveaux.
Si l'organisation merveilleuse qu'ils ont créée pour le mal était mise au service du bien, il faut convenir que le genre humain serait heureusement transformé. Hélas, c'est pour le mal qu'ils se donnent tant de peine. A-t-on arrêté de nouveaux espions? Je n'en sais ma foi rien. On ne donne pas de détails, vous comprenez, car peut-on jamais être sûr de ce qu'on dit en ces temps-ci? Les Anglais, déclara de sa voix doctorale la gouvernante, passent pour être des gens pratiques et méfiants. Je le croyais avant d'avoir séjourné en Angleterre. Je me suis aperçu, ce n'est pas une critique mais une constatation, qu'il manquait de ces qualités maîtresses qui sont une force chez les Allemands, savoir se taire et dissimuler. Ces qualités sont considérées chez nous comme des défauts, miss, reprit l'officier. Si vous voulez connaître mon opinion, j'admets avec vous que les Allemands ont le génie de la dissimulation, mais c'est un bien déplorable génie. Selon la conscience anglaise, oui. Selon la conscience allemande, non. N'est-ce pas un philosophe français qui a proclamé « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà » Ces mots suffisent à expliquer, je crois, la différence qui caractérise chez les divers peuples le juste et l'injuste, l'erreur et la vérité. Ne faisons pas dévier la conversation en un cours de philosophie, miss. Je rends hommage à votre érudition, mais en attendant, il ne faut pas oublier que nous nous battons pour la défense de nos droits. Nous opposons à nos ennemis le génie de la patience, de la persévérance et de la volonté. Avec de telles armes, appuya Mrs. Montglas, on vient à bout de tout. Nous les vaincrons, les vilains boches, s'écria Bob. Oui, mon fils, nous les vaincrons avec l'aide de nos alliés, et comme disent les soldats français, on les aura. Vive la France, vive la Belgique, lança à pleine voix le gamin. Vous êtes désobéissant, Bob, gronda Miss Gretchen. Quand je serai grand, reprit l'enfant avec enthousiasme, sans prêter attention à l'observation de sa gouvernante, j'irai combattre moi aussi avec les Français. Oh, mon cher petit, sourit la mère, quelle énormité vous dites. Pourquoi, maman? Mais quand vous serez grand, la guerre sera terminée depuis longtemps. L'enfant réfléchit une minute, puis, secouant sa tête bouclée, il reprit « C'est dommage ». Les grandes personnes sourirent, amusées, et la conversation continua, joviale, sur différents sujets. On venait de servir le thé. Le capitaine et son second allumaient un cigare quand un domestique parut. « Pardon, capitaine, un de vos marins vous apporte une dépêche et un pli. Faites entrer. » Le visage de Mrs. Montglas s'assombrit. Un matelot de Vigilant se présenta. Après avoir salué ses supérieurs, il tendit au capitaine une dépêche que celui-ci décacheta fébrilement. Elle était brève. Ordre au capitaine John Montglas de rejoindre immédiatement son bord et de prendre la mer. Quand Vigilant sera à 1 mille de la côte, il ouvrira le pli que lui remettra le porteur du présent ordre. Il devra mettre immédiatement à exécution les instructions qu'il contient. Donnez le pli. Le matelot tira de sa vareuse une large enveloppe scellée de 5 cachets. Le capitaine la mit à son tour dans une poche intérieure de son veston. « C'est bien, nous vous suivons, allez !» Des larmes perlaient aux yeux de Katie. Bob se mordait les lèvres pour ne pas pleurer. « C'était si gentil notre fête, » murmura-t-il. « Vous en aurez d'autres, mes petits, » dit en souriant le capitaine Montglas. « Tenez, Wharton, emportez votre branche de fleurs, cela vous rappellera notre dîner. »« C'est vrai, » fit le lieutenant, « les fleurs offertes par les enfants portent toujours bonheur. »« Vous avez raison. Allons, » murmura-t-il en se penchant doucement vers sa femme. « Ma chère Edith, soyez sans inquiétude. Les départs précipités sont un des désagréments du métier, mais ne le disiez-vous pas tout à l'heure? Il faut être prêt à tout instant à faire son devoir. Voyez-vous, un bateau de surveillance des côtes comme mon The Vigilant, cela ne court pas grand péril. Je reviendrai sous peu. Au revoir. Et vous les enfants, en mon absence, soyez sages et surtout ne faites pas trop de misère à Miss. Au revoir, papa. » Un dernier baiser, et l'officier, accompagné jusqu'à la grille du cottage par sa femme et ses enfants, leur fit, avant de disparaître au détour du chemin, un geste d'adieu. Au port, un canot automobile attendait. Les 2 officiers y montèrent et aussitôt, la légère embarcation fila droit vers The Vigilant. « Heureusement, disait Katie, papa a dîné. J'aurais été désolé que l'ordre arrivât avant le dessert. »« J'aurais préféré moi qu'il n'arrivât pas du tout, » repartit Bob boudeur. « J'avais appris un compliment. »« Vous le réciterez une autre fois, mon cher petit, » dit la maman, dont la voix tremblait un peu. Sur le perron, le globe électrique de l'antichambre éclaira le visage de Mrs. Montglas, et les enfants remarquèrent
qu'elle avait les yeux humides. « Il ne faut pas pleurer, maman, » murmura doucement Katie. « Nous vous aimons de tout notre cœur. »« Oh » trépigna Bob, « moi je voudrais tuer tous les Boches qui sont cause que vous pleurez. »« Bob, » fit tout à coup la voix rauque de Miss Gretchen, « le Seigneur veut qu'on pardonne à ses ennemis. » Chapitre 2, le nid. The Vigilant, depuis le début de la guerre, était affecté à la surveillance des côtes. Cela avait été d'abord sans grand risque, les sous-marins allemands n'ayant pas encore poussé la piraterie à ce point de férocité qui, depuis lors, a soulevé contre eux les protestations indignées de toutes les nations civilisées. Le bâtiment était surtout chargé de signaler les zeppelins dont les raids se renouvelaient de plus en plus audacieux et fréquents. The Vigilant fendait les eaux avec rapidité. On eût dit que le navire avait conscience de sa mission, qu'il comprenait la gravité de son rôle, et le ronflement des machines semblait le refrain d'un chant par lequel il promettait de s'acquitter de sa tâche avec honneur. Debout dans sa cabine, le capitaine Manglas tenait à la main le pli qui lui était enjoint de n'ouvrir qu'à 1 mille de la côte. Sa pensée, malgré lui, se reportait vers les êtres chers qu'il venait de quitter. Combien de temps allait-il s'écouler maintenant avant qu'il lui fût permis de les revoir? Où allait-on lui donner l'ordre de se rendre? Quelle mission, importante sûrement pour qu'elle fût enveloppée de tant de mystères, allait-on le charger de remplir? Encore quelques instants, il le saurait. Bien qu'il fût courageux et qu'il ne reculât devant aucun péril, le brave marin sentait cependant une émotion l'étreindre à mesure que le moment approchait. « Allons, John, grommela-t-il, vous oubliez que vous êtes marin avant tout. Heureusement que personne ne s'est aperçu de votre émotion. Nous vous pardonnons pour cette fois, mais plus de faiblesse, plus de rêverie. Songez que vous devez à la patrie. » La porte de la cabine s'ouvrit. « Captain, » annonça le lieutenant de bord, « nous venons de dépasser le mille. Bien. Donnez l'ordre de ralentir jusqu'à ce que je remonte. » Le lieutenant inclina la tête et disparut. D'une main ferme, le capitaine Manglas fit sauter les 5 cachets et il lut « La dernière discussion qui vient d'avoir lieu au Parlement a démontré, et Sir Bonar-Law en a porté la preuve à la tribune, que les Allemands ont établi des centres d'espionnage en divers points de la côte orientale. Un de ces points paraît situé entre Wells et Boston. On a remarqué en effet que des signes ennemis partent presque chaque soir de la haute mer à l'adresse du poste de la côte anglaise. Il y a extrême urgence à ce que l'endroit soit repéré cette nuit. 6 juin, un code de signaux allemand et des questions à poser si besoin est. « Les bandits !» s'exclama l'officier avec un geste de mépris. « Ah, si je pouvais surprendre un des leurs dans sa tanière !» Il examina longuement le code et les questions, puis, serrant précieusement ses documents dans sa poche, il remonta sur le pont. « Lieutenant, Captain, il y a un centre d'espionnage Boche sur la côte. Nous allons, avec l'aide du code de signaux que je possède, entrer en conversation avec les espions. Il faut que, cette nuit même, nous ayons repéré l'endroit d'où partent les signaux. Surveillez la marche du bateau et envoyez-moi tout de suite le premier canonnier Lewis et Wharton. Bien, Captain. » 5 secondes plus tard, le premier canonnier et le second du bâtiment arrivaient. « Vous allez faire partir, ordonna-t-il, successivement et à intervalles de 10 secondes chaque fois, une fusée verte, puis une rouge, une bleue et une jaune. Je vous donnerai les ordres suivants au fur et à mesure et selon les besoins. Vous, Wharton, prenez ce code, et d'après ce que je vous transmettrai, vous me traduirez l'explication. » Les commandements furent exécutés avec promptitude. Lorsque la fusée jaune se fut éteinte dans le ciel, un tout petit point rouge sembla luire et s'éteindre presque aussitôt sur la falaise. « Faites partir les fusées inversement, » commanda le capitaine. « Une jaune, bien. La bleue, la rouge, la verte, halte !» Un petit point rouge là-bas venait de réapparaître. Il s'éteignit à nouveau presque aussitôt, mais à sa place pointait une lueur jaune qui s'éteignait elle aussi pour être remplacée par une lumière blanche. « Les renseignements de la dépêche donnés par notre service de contre-espionnage sont parfaitement exacts, » déclara Sir Manglas. « Le poste d'observation est situé sur la côte même de Boston. Parbleu. Cela n'a rien qui puisse nous étonner. Nos ennemis ont intérêt à savoir ce qui se passe dans les comtés de Nottingham, York et Lincoln.
Je présume que notre signal va nous amener quelques communications intéressantes. Écoutez donc, Captain, le timbre du TSF annonce un message. Allons vite. Le capitaine et son second se rendirent en hâte dans la cabine. Le téléphoniste du bord était à son poste et recevait une dépêche. Wharton la traduisit immédiatement. Le Z peut arriver sans crainte. Surveillance ralentie. Davy Gallant a quitté le port de Boston et doit être au large à 7 heures. Oui, mon gaillard, dit tout haut en riant le capitaine, en s'adressant dans le vague à son interlocuteur inconnu. Oui, mon gaillard, Davy Gallant est au large, et je te remercie de me faire savoir que tu me connais. Si je ne te connais pas encore, il est probable que la soirée ne se passera pas sans que j'aie le plaisir de savoir qui tu es. Il remonta sur le pont et braqua sa jumelle dans la direction où il avait vu quelques instants auparavant poindre la lumière blanche. Le point blanc était devenu jaune. « C'est un rappel », fit remarquer le lieutenant. « On se méfie probablement. »« Fusée bleue suivie d'une fusée rouge », ordonna Sir Montglas. Comme par enchantement, la lumière devint verte et se mit à tourner. « On a, » expliqua le lieutenant en consultant le code des signaux, « on a des renseignements à passer, mais on ne veut pas les donner tout de suite. Je vous le dis, mon commandant, on se méfie. Nos signaux sont compréhensibles, mais sans doute ne sont-ils pas aussi précis qu'on le voudrait. »« Peut-être, » acquiesça le capitaine, qui ne cessait de regarder avec sa lunette de nuit l'énigmatique point lumineux qui perçait là-bas sur la falaise à travers les brumes du soir. « Faites donc répéter le signal, lieutenant. » Le point blanc reparut, redevint jaune, puis vert, et de nouveau tourna. À 3 secondes d'intervalle, le même manège se renouvela. « On nous rappellera dans 1 heure, Captain », traduisit aussitôt Wharton. « Eh, mais c'est parfait. Wharton, vous allez prendre le commandement du bateau. Vous allez me conduire le plus près possible du rivage, tout feu éteint. Je vais pouvoir mettre mon projet à exécution. Vous voulez vous rendre à la côte ? Oui. Je meurs d'envie de faire connaissance avec le misérable, qui a des renseignements à nous confier et qui estime que le Z peut arriver parce que la surveillance est ralentie. Je vais lui prouver qu'il en a menti. Faites préparer le canot automobile. Combien d'hommes avec vous, Captain ? Le mécanicien et 4 hommes suffiront. Vous vous croiserez dans ces parages. Si je ne suis pas rentré au moment voulu, vous reprendrez les signaux. Vous ne craignez pas Wharton ? Interrompit le capitaine. Douteriez-vous de moi, mon ami ? N'ayez aucune crainte. Je saurai défendre ma peau, si c'est utile. Quant à la côte, je la connais comme ma poche. En route. Ne perdons pas notre temps en vaines paroles. Une seconde après, Davy Gallant se rapprochait de la côte et mettait le cap sur Boston. Comme c'est étrange, murmura soudain le capitaine Montglas en montant dans le canot automobile. On dirait, mais c'est impossible. L'embarcation filait comme une flèche. On n'était plus qu'à 10 minutes du rivage quand soudain la lumière rouge reparut. « 1000 sabords !» balbutia l'officier en proie à une angoisse terrible. « Captain !» dit un matelot, « du point où je suis, on distingue parfaitement la maison. » L'officier passa la place que lui indiqua l'homme, saisit sa jumelle et regarda. Alors, tout son sang se figea dans ses veines, une sueur froide inonda son front, les signaux partaient de sa propre maison. Maintenant, il gravit la côte. Il refait en sens inverse le chemin qu'il a pris pour partir 3 heures plus tôt. Il est seul. Il a commandé à ses marins de se tenir prêts à courir au premier coup de sifflet. Mais avant d'user de violence, il veut se rendre compte par lui-même. Il sent qu'il va se passer des choses qui ne doivent avoir aucun témoin. Le voici devant la grille de la maison. Aucune lumière ne filtre à travers les persiennes. Dans la chambre de sa femme, dans celle des enfants, pas une lueur. Le calme règne. Il attend un instant. Doucement, il glisse la clé dans la serrure de la porte et pousse la grille. Un des côtés s'ouvre en grinçant un peu. Comme un malfaiteur qui craint d'être surpris dans une expédition nocturne, le capitaine tressaille à ce bruit. Va-t-on demander qui va là ? Rien ne bouge. Il s'enhardit et saute sur le gazon de la pelouse afin que l'on n'entende point le sable des allées crier sous ses pas. Il marche, courbé, ployé en deux, presque rampant. Au moment de monter le perron, il s'arrête net. Là-haut, sur le toit d'une lucarne, dans le grenier au-dessus du belvédère, où jamais personne n'est monté, les taches lumineuses, sans doute des verres de couleur, qu'on fait passer alternativement devant une lampe, continuent à se succéder,
Dans ma maison, gronde tout bas l'officier, à côté de mon cabinet de travail, au-dessus de la chambre de ma femme. Un flot de sang lui monte au cerveau et sa main tourmente la crosse de son revolver. La porte d'entrée de la maison n'est fermée qu'aux peines. Voilà une négligence que j'aurais blâmée en temps ordinaire, mais qui me rend service aujourd'hui. Le hasard me favorise, mais que vais-je apprendre, grand Dieu ? Il reprend haleine. Le voici dans l'escalier. Le tapis, heureusement, assourdit le bruit de ses pas. Il pose lentement ses pieds l'un à côté de l'autre, comme les enfants pour lesquels les marches sont trop hautes, et à chaque fois, il hésite de peur de faire craquer le parquet. Au palier du premier étage, il s'arrête de nouveau une seconde. S'il prévenait Edith, mais il rejette cette idée. Agissons seuls, cela vaut mieux. Et la phrase que prononçait sa femme au cours du dîner lui revient à la mémoire. Le marin, comme le soldat, ne s'appartient pas. L'un et l'autre doivent toujours être prêts à accomplir leur devoir, si pénible soit-il. Ce souvenir lui redonne du courage. Il relève énergiquement la tête et gravit le second étage. Le voici sur le toit. La porte de la tour est fermée, mais il a la clé et l'ouvre sans difficulté. Dans son cabinet de travail, il constate à la lueur de sa lampe de poche que rien n'est dérangé. Il écoute et n'entend aucun bruit. Me serais-je trompé ? Pense-t-il, mais non. Sous la porte du grenier, un filet de lumière marque le seuil d'un trait rouge. Il veut ouvrir, il ne peut. La serrure est fermée à l'intérieur. Alors, rapide comme la foudre, d'un coup d'épaule terrible, il enfonce la frêle cloison. Un cri. Une lumière s'est éteinte. Le capitaine Montglas, au milieu de l'ouverture afin de barrer la fuite s'il en prenait envie à l'être malfaisant qui a choisi le nid pour son repère, a saisi la lampe électrique d'une main et de l'autre braque son revolver. « Halte ou je tire !» rugit-il. Quelqu'un essaie cependant de passer quand même en le bousculant. Sa main empoigne des étoffes de laine. Il préfère lâcher son arme. Une courte lutte a lieu. Il finit par terrasser l'adversaire. Il dirige les faisceaux de sa lampe électrique vers son prisonnier. Un cri jaillit de ses lèvres. « Miss Gretchen !» Chapitre 3e. L'espionne. La gouvernante, un instant atterrée, s'était ressaisie presque aussitôt, et ce fut d'un éclat de rire strident qu'elle accueillit le cri de stupeur du capitaine Montglas. « Oui, monsieur, moi, et après ? Vous, miss, vous ? Que voyez-vous de si étrange à ce que je vienne prendre l'air dans ce grenier ? Vous osez railler, c'est la vérité. Il fait vraiment meilleur ici que dans ma chambre. Vous savez bien que j'ai interdit l'entrée de la tour à qui que ce soit. Pas à moi, toutefois. Aujourd'hui, j'avais la migraine. Je vous l'ai dit au dîner quand vous m'avez demandé pourquoi je ne mangeais point. Maintenant, s'il vous plaît, sœur Montglas, laissez-moi passer. Vous m'avez fait bien peur. Ainsi, Miss Gretchen, articula sans lâcher prise l'officier que ses paroles étaient loin de convaincre, ainsi c'est vous qui faites des signaux aux Allemands. Moi, monsieur ? Vous vous méprenez étrangement. Inutile de nier, où sont les verres ? Où est le code ? Reprit-il d'une voix dure. Je ne sais vraiment pas ce que vous voulez dire. Il ramassa vivement son revolver, mais pas assez vite cependant, pour que dans ce très court instant où il rendit la liberté à l'espionne, celle-ci ne bondît au fond de la pièce hors de sa portée. « Cela ne fait rien, dit-il avec mépris. Vous ne pouvez pas vous sauver par la lucarne. Et si vous essayez de franchir cette porte, je vous tue comme un chien. Et d'abord, rallumez la lampe que vous avez éteinte lorsque je suis entré. Ensuite, fermez la fenêtre. » Sa voix avait un calme terrifiant. Pas de colère, pas d'éclat, une volonté ferme qui s'imposait. Gretchen, soit par peur, soit par ruse, obéit sans un mot. « Bien, » fit-il lorsque la gouvernante eut allumé une bougie qui se trouvait sur la table. « Maintenant, où sont les verres ? Où est le code ? » Une flamme jaillit. « Cherchez !» ricanait l'espionne, et en disant cela, elle jetait dans la cheminée des papiers qu'elle venait d'allumer à la flamme de la bougie. « Misérable !» clama Mr. Montglas. « Voici la preuve de votre crime. Ainsi j'abritais sous mon toit un agent d'espionnage à la solde du cabinet de Berlin. Moi, officier de la marine anglaise, j'ai donné comme gouvernante à mes enfants une femme dont les principes de morale sont contraires à ceux que nous professons, nous autres. J'ai institué dame de compagnie de Mrs. Montglas, une fille chargée de l'espionner. Vous n'êtes sans doute pas plus suédoise que je ne suis prussien. Allons, bas les masques. Quelle est votre nationalité ? Je suis allemande, et je m'en fais gloire. Au point de ne pas oser l'avouer au grand jour,
et de vous cacher sous un nom étranger. Singulière façon d'être fier de votre pays. » Elle eut un ricanement satanique et, sans paraître le moins du monde ému, riposta en haussant les épaules. « Pour le bien de notre nation, pour sa grandeur, nous acceptons les postes les plus humbles, les travaux les plus fatigants. L'Allemagne au-dessus de tout. Deutschland über alles. C'est notre chant de guerre et notre cri d'espérance. Tous les moyens sont bons pour arriver au but qui nous est assigné. Nous servons notre patrie, vous servez la vôtre. Qu'avez-vous à dire à cela ? Je dis que les adversaires loyaux doivent se mesurer face à face et non pas combattre dans l'ombre. Je dis que c'est un métier répugnant d'épier les gens qui vous hébergent et placent en vous leur confiance. C'est un vol pire que celui du bandit qui s'attaque à la bourse du passant. Vous n'êtes pas digne du nom de femme, vous êtes un monstre. Un monstre soit. Quant à la preuve de ce que vous appelez mon crime, elle n'existe pas, monsieur, elle n'existe plus, veux-je dire. Ces papiers étaient la seule chose qui put me nuire devant vos juges, je les ai détruits. Faites-moi arrêter si vous voulez, que m'importe, je n'ai rien à perdre, moi. Ma famille, ma réputation, ma gloire, c'est l'Allemagne, tandis que vous, moi, oui, vous avez tout à perdre en me dénonçant. Que voulez-vous insinuer ? Demanda rudement le marin. Tandis que vous, reprit-elle en articulant lentement et en mettant une cruauté savante à prolonger la phrase pleine de sous-entendus, vous risquez d'un seul coup votre honneur d'officier, votre gloire de marin et même votre bonheur d'époux et de père. Vous dites, je dis que je me défendrai devant vos juges, que je serai bien forcé d'accepter puisque vous êtes les maîtres pour l'instant, mais toutes les armes sont bonnes quand il s'agit de défendre sa vie, et c'est plus que ma vie que je défends, c'est mon pays. Je ferai retomber la faute, s'il faut il y a, sur vos propres épaules. » Et elle eut un nouveau ricanement sinistre. « Je ne comprends pas, » murmura l'officier. « Je n'ai rien de commun avec vous, Dieu merci. Alors pourquoi, si vous n'avez rien à vous reprocher vis-à-vis de moi, êtes-vous seul ici ? Pourquoi Mrs. Manglas n'a-t-elle pas été prévenue de votre retour précipité ? Tout dort dans la maison, je n'entends aucun bruit. C'est donc qu'on ignore que quelqu'un s'est introduit de nuit dans la demeure. Vous voyez que je suis très forte sur le chapitre des déductions. Mrs. Manglas ne vous croira pas. Elle n'en aura pas moins des doutes. Cela n'expliquera pas votre présence dans ce grenier, à côté de ma salle de travail où personne ne vient jamais. Mrs. Manglas elle-même n'y monte pas, elle craindrait de me déranger dans mes travaux. Moi seule y suis admise, moi seule est une double clé, que vous avez dû faire, naturellement. J'ai pris l'empreinte de la serrure à la cire. Mais ceci n'a pas besoin d'être dit aux juges, et je ne le leur dirai pas. Je me contenterai de leur avouer, après bien des hésitations et des réticences, que c'est vous qui m'avez remis cette clé. Je ne comprends pas. L'audace avec laquelle Gretchen expliquait le plan qu'elle avait imaginé pour sa défense paraissait monstrueuse à l'officier, qui, doué d'un caractère foncièrement honnête et franc, était incapable de soupçonner qu'on pût déployer tant de sciences perverses pour le vice. Tout ce cynisme, étalé par la misérable, dépassait les bornes de son imagination. Il n'arrivait pas à saisir le but de la machination ourdie contre lui, contre les siens. Il eût compris une révolte, une explosion de rage, une agression, à coups de pied, à coups de poing. Il eût compris le tigre se débattant contre le chasseur. Il n'avait devant lui qu'une vipère. Il eût été le maître dans une lutte corps à corps. Il se sentait terrifié, malgré lui, devant cette misérable qui n'hésitait pas à employer pour sa défense des arguments plus terribles qu'une arme empoisonnée. « Vous ne comprenez pas, » continua-t-elle, « c'est pourtant bien simple. Vous m'avez remis une clé du belvédère pour que je puisse librement aller vous retrouver. L'interdiction que vous avez faite à tous de pénétrer dans la tour n'était en somme qu'un moyen de cacher la vérité à votre entourage, sous prétexte que vous aviez besoin de la solitude pour vos travaux. En réalité, vous ne vouliez pas que l'on vînt nous déranger au cours de nos conversations sur la marine anglaise. « Assez !» s'écria-t-il. « Assez ! Je ne sais ce qui me retient de vous brûler la cervelle. Si je meurs de votre main, ma mort sera vengée et votre honneur ne sortira pas sauf pour cela. Ordre est donné aux agents d'espionnage, si pareil accident m'arrive, de vous dénoncer comme mon complice. Vous avez intérêt à faire disparaître une complice qui en même temps, circonstance aggravante, est une domestique à vos gages.
Il vous faudra établir que les renseignements que je donnais n'émanaient pas de vous. En tout cas, vous ne pourrez nier qu'ils sortaient de votre maison. C'est ici le centre de l'espionnage de la côte, chez un officier de la marine anglaise. Comment se fait-il que cet officier ne s'en soit pas aperçu, lui qui, justement, est chargé d'observer la côte? Parce qu'il est de connivence avec les ennemis, parce qu'il a chez lui une gouvernante allemande pour ses enfants et que cette gouvernante est sa complice. Les juges et votre épouse apprécieront. Et je leur dirai que vous êtes coupable, dit une voix claire. Chapitre 4, le téléphone. Toute blanche dans son peignoir de nuit, les cheveux dénoués tombant sur ses épaules, les pieds nus dans les babouches, Mrs. Monglas se tenait toute droite dans l'encadrement de la porte. L'espionne, en la voyant apparaître, étouffa un cri de rage. Très calme en apparence, la femme du capitaine s'avança vers son mari. « Tranquillisez-vous, John, dit-elle. J'ai entendu tout ce qu'a dit cette femme. J'étais là. Le bruit de la porte m'a réveillé. Je suis monté, j'ai tout vu, tout entendu. »« Dieu soit loué, » affirma Mr. Monglas. « Ça aurait été mon plus grand malheur que vous puissiez soupçonner mon patriotisme. » Dans son esprit ardent à concevoir le mal, l'espionne, un instant surprise, cherchait à présent une nouvelle manière de frapper et de nuire. Elle riposta. « Vous ne pourrez empêcher les juges d'avoir des doutes. Vous souffrirez quand même de votre orgueil d'épouse. »« Je n'ai pas à vous rendre compte de mes pensées, » répliqua sévèrement Mrs. Monglas. « C'est à moi, au contraire. C'est à nous à vous demander des comptes. John, » s'adressa-t-elle à son mari, « tenez Miss Gretchen sous votre revolver. Ne les quittez pas des yeux, je vais chercher. » Miss Gretchen pâlit légèrement, mais sans laisser paraître aucune émotion, elle déclara « À votre aise, fouillez tant qu'il vous plaira. Vous ne trouverez rien. Par la bonne raison qu'il n'y a rien. C'est justement ce qui fait ma force. Cherchez donc, Mrs. Monglas, cherchez donc. Nous allons voir. » Sans souci de la poussière, sans souci des nombreuses toiles d'araignées qui tapissaient ce réduit où l'on n'entrait jamais, l'épouse de l'officier se mit à fureter dans tous les coins. Elle dérangea de vieux meubles, ouvrit et souleva des malles, des paniers, fouilla sous des tentures. Les yeux de l'espionne ne perdaient pas un de ses gestes, il la narguait et semblait lui crier « Vous ne trouverez rien, et si vous me dénoncez sans preuve, je serai vengé. » Tout à coup, un cri de triomphe fut poussé par Mrs. Monglas, auquel répondit un cri de terreur poussé par l'Allemande. Une cachette. La femme du capitaine avait gardé ses cheveux flottants sur ses épaules. En se baissant pour passer sous une poutre transversale, à 1,50 m du sol, un clou accrocha sa chevelure. Comme elle ne s'en aperçut pas tout de suite, elle continua à chercher en se baissant et fut soudain violemment tirée en arrière. La tension opérée également sur le clou fit s'ouvrir une toute petite porte dissimulée dans la poutre. Une cachette, répéta Mrs. Monglas. L'Allemande, cette fois, se vit démasquée et se sentit perdue. D'un bond, elle se précipita vers la porte. Une détonation l'arrêta, elle tomba à genoux. C'est la règle, chez les bandits, de frapper le faible, d'opposer leur force à celui qui ne se défend pas, d'écraser sans pitié la victime qu'ils ont terrassée. Mais si, à leur brutalité, on oppose une énergie supérieure, si l'ennemi qu'ils ont devant eux ne peut être vaincu, alors ils s'abaissent et cherchent à implorer la pitié de celui qu'ils auraient brisé sans l'entendre s'ils avaient été les plus forts. La balle effleura le genou de Miss Gretchen. Elle eut peur. « Grâce !» supplia-t-elle. « Pas de grâce !» rugit le capitaine. « Recommandez-vous à Dieu !» L'espionne poussa un gémissement sourd et s'évanouit. « Vous l'avez blessée, mon ami ?» demanda Mrs. Monglas. « Non, Edith, » sourit le mari. « J'ai tiré à côté. » Elle a eu plus de peur que de mal, mais ne craignez rien. Au moindre mouvement de sa part, je suis prêt à tirer dessus. À l'étage inférieur, le bruit de la dispute et du coup de feu avait réveillé les domestiques. Mary, la femme de chambre, essayait de rassurer les enfants apeurés. Jack, le waterman du capitaine, grimpait vivement à la tour. « Jack, ligotez cette femme, bâillonnez-la !» Le domestique détacha d'une malle une corde qui la fermait. Il lia les pieds et les mains de l'espionne et lui noua fortement un mouchoir sur la bouche. « C'est fait, Captain. Bien. Dites à Mary d'habiller les enfants. Il faut que nous soyons tous prêts à partir dans une demi-heure. » Jack sortit pour exécuter les ordres. « Oh, voyez donc, mon ami, » remarqua Mrs. Monglas, qui continuait à examiner la cachette.
Voici un téléphone. Il y a aussi des tiroirs en bas, mais ils sont fermés à clé. Un marin a toujours sur lui un couteau à plusieurs lames. J'ai justement un tournevis et une lime. Nous allons voir. » Il fit une pesée sur l'un des tiroirs de la tablette qui supportait les récepteurs téléphoniques. Après quelques efforts, la serrure céda. Des papiers, écrits en langage conventionnel, se trouvaient à l'intérieur. Mr. Montglas les enfouit dans ses poches. Il fit sauter le second tiroir. Là, il ne trouva qu'un seul papier, mais combien précieux. C'était un duplicata du code des signaux au bas duquel étaient notés les appels variables pour le téléphone secret. À ce moment, un ronflement se fit entendre dans la boîte placée au-dessus de l'appareil de la cachette. Le mari et la femme se regardèrent inquiets. Fébrilement, Mrs. Montglas consulta le code. « J'ai trouvé !» chuchota-t-elle. « Prenez les récepteurs et dites en réponse à la demande qui vous sera posée « Berlin !» Le capitaine changea sa voix, imitant de son mieux celle de l'espionne. « Berlin ?»« Paris ?» lui fit-il demander. « Répondez Londres !» souffla Mrs. Montglas. « Londres !»« Bien, compris. Nous avons reçu communication de surveillance ralentie sur la côte et avis au Z de changer sa direction. Il se dirige sur le point indiqué par vous. Y a-t-il du changement ?» Le capitaine hésita un instant. Mrs. Montglas n'arrivait pas à trouver la formule de la réponse. Le grelot de bois s'agita de nouveau dans la boîte du téléphone. « Eh bien ?» reprit la voix lointaine. « Eh bien, allô, Londres ?»« Paris. Berlin. Vous n'avez pas répondu à la question. Y a-t-il du changement ?» La femme de l'officier indiqua du doigt sur le code le mot à répondre qui signifiait « Aucun. » « On peut envoyer en toute sécurité ? » ?»« Oui, compris. S'il n'y a aucun danger sur la falaise, vous placerez à votre poste d'observation le signal jaune. Le Z prendra la direction. Pas de bateau en vue ? Aucun. Compris, c'est tout. Berlin, Paris, Londres. » L'officier raccrocha les récepteurs. « Ma chère amie, dit-il à sa femme, vous allez pour cette nuit vous rendre à la ville et demander asile à votre mère. Partez avec les enfants sans perdre un instant. Jack conduira l'auto. » Le domestique revenait annoncer que les enfants étaient habillés. « Bien, descendez avec madame et faites vite. »« Et... » fit Jack en indiquant du doigt Miss Gretchen, ligotée et toujours évanouie. « Laissez ça ici, » ordonna le capitaine. Chapitre 5e. Le châtiment. Une longue ligne pâle zèbre le ciel. Cette lueur plane au-dessus de la mer. Elle a la forme d'un long poisson d'argent. C'est un zeppelin qui attend qu'un signal lui indique l'endroit où il doit semer l'épouvante et la mort. Là-bas, au large, de Wegeland, tout feu éteint lui aussi attend le retour de son capitaine. En bas de la falaise sur laquelle est construit le nid, le canot automobile est là, prêt à repartir. « Au diable si je comprends quelque chose à cette expédition !» déclara un matelot. « Vous avez vu les lumières, puis extinction complète des feux, et le capitaine n'en finit pas. Ma parole, on dirait que le jour se lève. » Les camarades n'ont pas le temps de répondre. La lucarne du belvédère s'est rouverte toute grande cette fois. Une lueur y apparaît. Elle est mauve et, montant d'abord, descend brusquement à gauche où elle s'immobilise. « Tiens !» reprend le matelot que le jeu des lumières avait si fort intrigué. « Regardez donc, les amis. Voici le phare qui se rallume. » « Et ce que tu prenais pour le brouillard du matin s'allume aussi, mon camarade. » En effet, au ciel, brouillard argent dans le brouillard sombre, une étoile se détache. Elle file vers l'est. En même temps, un grondement caractéristique parvient aux oreilles des matelots. « C'est un zeppelin !» s'exclame-t-il. « Et c'est de la maison du capitaine que... » reprend le premier. Il n'ose pas achever. « Les affaires du capitaine ne nous regardent pas, » dit un autre. « Nous faisons notre devoir, il fait le sien comme il l'entend. » Parbleu. À ce moment, le capitaine Montglas arrive, monte dans le canot, et d'une voix joyeuse, il annonce « Mes enfants, je viens de jouer un bon tour au Bosch. Filons, filons vite, il ne fera pas bon par ici dans 10 minutes. » Quelques instants après, le canot automobile aborde Wegeland. « Wharton, vous avez vu les lumières ?» demande le capitaine à son second, aussitôt qu'il est à bord. « Vous en connaissez la direction ?»« Oui, mon capitaine. Chez moi. » « Je vous expliquerai cela. Faites pointer le canon. » À l'horizon, à présent, le zeppelin apparaît très distinctement. « Hardi, Fred, hardi, mon garçon.
Encourage Mr. Monglas. 20 guinées à celui qui le touchera le premier. » Autour du mastodonte aérien, une fumée blanche et des flammes jaillissent au coup de canon tiré par le pointeur de The Vigilant. « Il tangue, il est touché. Hardi, mes enfants. Un peu plus à droite, conseille le capitaine. Je suis sûr qu'il ne peut plus gouverner. Allons, à toi, Eric, de l'œil et du doigt. Il y a 20 guinées aussi pour tes fiançailles. » Une détonation. Dans le grenier, où maintenant le silence règne, l'espionne revient peu à peu à elle. Elle est étendue à terre. « Oh » balbutie-t-elle, quand la conscience nette des choses lui remet à l'esprit la scène qui vient de se passer. « Oh, le signal mauve !» Un demi-jour éclaire la mansarde qui devrait être plongée dans l'obscurité. Des pensées tumultueuses de haine et de terreur assaillent le cerveau de l'Allemande abandonnée là, bâillonnée, ligotée. Aurait-on découvert le code des signaux ? Ne serait-ce que par hasard que devant la bougie qui achève de se consumer sur la table est placé le verre mauve, signal qui doit indiquer la route à l'agent de destruction et de mort. Serait-ce la fin de tous ces rêves de Prussienne orgueilleuse ? Il n'est pas possible qu'elle finisse ainsi. Il ne faut pas non plus que soient trompés ceux qu'elle était chargée de renseigner. Ah, comme elle est davantage encore ce pays où elle a vécu depuis 4 ans, épiant dans l'ombre les secrets de la famille Monglas. Comme elle voudrait se venger encore d'avoir été découverte. Le temps presse. Ses compatriotes vont tomber dans le piège qui leur a été tendu. Il faut les prévenir. Peut-être n'est-il pas trop tard. L'Allemagne au-dessus de tout. Elle se roule à terre, cherchant un objet pour couper ses liens. Elle arrive ainsi jusqu'à la lucarne. Alors, dans le ciel sombre, elle aperçoit la tache sombre du Zeppelin. À ce moment précis, se détachait la petite étoile que les matelots avaient vue se diriger vers l'est. « On a fait les signaux !» rugit-elle en elle-même. « Ils ont tout découvert. Le Zeppelin vient de répondre. » La rage lui donne la force de se dresser contre la muraille. D'un coup violent, elle enfonce ses mains liées dans le carreau de la lucarne et sur les bords ébréchés, elle lime les cordes qui l'étreignent. Elle ne sent pas le sang qui coule de ses doigts. Elle éprouve une joie furieuse de se sentir libre enfin. Elle est vaincue, soit, mais elle peut nuire encore, et elle nuira. Vivement, elle arrache son bâillon, défait les entraves qui nouent ses chevilles et se précipite à la cachette du téléphone. Berlin, Paris, Londres et Berlin. C'est l'appel qui informe qu'il y a urgence. Une voix énervée demande au bout du fil « Qu'a-t-il encore ? Nous sommes trahis !» Une exclamation de colère vibre en crécelle à long moment. « Expliquez-vous vite. » « Le Z, informe l'espionne, a pris une mauvaise direction. Quelqu'un vous a parlé tout à l'heure ? N'était-ce pas vous ? Non, je... » Un vacarme effroyable coupa le reste de la phrase. Le toit venait de s'effondrer et le plancher de s'ouvrir. L'Allemand tomba dans un gouffre d'où jaillit une flamme, puis un immense incendie. Cette fois, Miss Gretchen Orskild ne devait plus se réveiller. Un quart d'heure plus tard, le joli cottage qu'on appelait le nid n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. Le coup du pointeur Eric avait porté. En vain le Zeppelin essaya-t-il de se relever, de fuir. La flamme qui courait le long de sa carcasse se développa, se propagea et bientôt l'enveloppa tout entier. Alors une explosion terrible se produisit. Les bombes emportées par le monstre éclataient, lui-même piquait droit et s'abîmait en feu. Avec leurs jumelles marines, le capitaine Monglas et son second suivaient attentivement les phases du drame aérien. « Mais, Captain, observa Worthon, n'est-ce pas votre maison qui flambe ? » ?»« Oui, mon ami. J'avais ordre de repérer le centre d'espionnage de la côte et de le détruire si possible. C'est fait. J'ai rempli mon devoir. Et qui plus est, j'ai joué un bon tour, Roboche. Vive l'Angleterre ! Vive l'Angleterre !» reprirent unanimement les matelots. Épilogue. Quelques jours après les événements que nous venons de raconter, un grand journal londonien publiait, avec une série de photographies sensationnelles, l'article suivant: « Les espions Boche démasqués, téléphone et télégraphie sans fil. Pour détruire le Zeppelin Z-27, un héroïque officier de marine tire sur sa propre maison. » Obéissant aux instructions de M. Bonarlow, le capitaine Monglas de la Marine royale, à bord du contre-torpilleur The Vigilant, s'était aperçu que des signaux lumineux partant de la côte de Boston
étaient adressés chaque nuit à des navires allemands se trouvant au large. Grâce à l'appareil de télégraphie sans fil installé à bord du contre-torpilleur, il put même surprendre un message annonçant la prochaine arrivée d'un zeppelin, et il comprit qu'il se trouvait en face d'une formidable organisation d'espionnage. Mais quelle ne fut pas la surprise de l'honorable officier en constatant que les signaux qui devaient guider les incendiaires et les tueurs de babies partaient de sa propre maison. Avec autant de sang-froid que d'habileté, il réussit à prendre sur le fait une espionne allemande, la fille Gretchen Norskild, qu'il avait prise à son service, la croyant norvégienne et trompée par les faux certificats dont elle était munie. Après avoir eu soin de garrotter l'espionne et s'être emparé du code de signaux dont elle se servait, le capitaine Montglas n'a pas hésité à laisser allumer le feu qui devait guider les Allemands dans leur déprédation. Puis, sûr de l'itinéraire que devaient suivre les pirates, il les a guettés, les a surpris au passage et salués d'une vigoureuse canonnade. Le Zeppelin, traversé par plusieurs projectiles des pièces anti-aériennes dont est muni le Vigilant, est venu s'abattre au milieu d'un tourbillon de flammes au-dessus même du cottage du capitaine Montglas. Celui-ci a continué de tirer sur le Zeppelin, et c'est au milieu des ruines de son habitation qu'a eu lieu l'incendie du dirigeable et l'explosion finale. Parmi les décombres, les carcasses d'aluminium et la ferraille des moteurs pulvérisés, on a retrouvé 15 cadavres complètement carbonisés. Seul celui du capitaine du Zeppelin a pu être identifié grâce à des papiers que l'incendie avait respectés et qui se trouvaient dans la poche intérieure de son uniforme. En continuant le déblaiement des ruines, on a également retrouvé le corps de l'espionne Gretchen, atrocement défigurée. Dans sa main crispée, elle tenait encore une poignée de paperasse chargée de caractères conventionnels et que 2 des plus habiles employés du Foreign Office, spécialistes de ce genre de lecture, ont réussi à déchiffrer à grand-peine. Grâce à ces documents, grâce aussi à une indication du capitaine Montglas, on a reconnu que le cottage de l'honorable officier était secrètement relié par un téléphone à la grande brasserie Klugmann, qui avant la guerre employait un nombre considérable d'ouvriers allemands. L'enquête a été menée avec une rapidité et une habileté extraordinaires. 1 heure à peine après l'explosion du Zeppelin Z-27, la brasserie était cernée par 6 escouades de policemen et tous ceux qui s'y trouvaient étaient mis en état d'arrestation. Hâtons-nous de le dire, toutes ces arrestations ont été maintenues et d'autres sont imminentes. La brasserie était un véritable centre d'espionnage. 42 ouvriers, ou se disant tels, tous munis de faux papiers suisses, espagnols, hollandais ou scandinaves, ont été reconnus les uns pour des ingénieurs, les autres pour des officiers d'artillerie allemands. La brasserie Klugmann était d'ailleurs une véritable forteresse, presque entièrement construite en acier et munie de plateformes bétonnées capables de porter de l'artillerie lourde. En outre, la police a saisi les 2 appareils de télégraphie sans fil grâce auxquels les espions communiquaient à la flotte allemande les indications données par Gretchen que le poste de confiance qu'elle occupait dans la famille Montglas mettait à même de recueillir une foule de renseignements précieux sur la marine britannique. Inutile de dire que le capitaine Montglas, chaudement félicité par son chef direct, l'amiral Pearson, sera largement indemnisé des pertes qu'il a subies. Il a reçu de Sa Majesté le roi George, en même temps qu'une lettre autographe, un riche chronomètre orné de brillants et portant le blason du Royaume-Uni. D'un autre côté, l'équipage du The Vigilant et les braves canonniers qui ont descendu le Z-27 ont été généreusement récompensés. Nous sommes heureux de penser qu'après ce fructueux coup de filet, les pirates allemands, moins bien renseignés, feront dans notre pays des incursions de plus en plus rares. Que tout le monde déploie la même habileté et le même courage que le capitaine Montglas, et les incendiaires Boche ne pourront plus faire grand-chose. Depuis plus d'1 mois, Mrs. Montglas et ses enfants habitaient un hôtel de Boston, et malgré toute la gloire qui s'attachait au nom de son mari, la jeune femme ne pouvait penser sans un serrement de cœur à ce charmant intérieur, si coquettement, si amoureusement disposé pour le bonheur familial et maintenant réduit en cendres. L'espiègle Bob et la petite Katie déploraient amèrement la perte de leur jardin, de leur petite salle d'études, de leurs croquets et de leurs beaux albums coloriés. Ils s'ennuyaient à l'hôtel et il n'était pas de jour qu'ils ne couvrissent de malédictions la mémoire de cette coquine de Gretchen
qui avaient si lâchement trahi ceux qui l'avaient accueilli sous leur toit et admis à leur foyer. Puis, le capitaine Montglas, devenu maintenant le commandant Montglas, était presque toujours à Londres ou à Douvres. Par les journées de pluie ou de brune, qui ne sont pas rares à Boston, la jeune mère se sentait envahie par une étrange neurasthénie, et les enfants eux-mêmes devenaient pâles et taciturnes. Enfin, lors de sa dernière visite, le commandant, sans s'expliquer autrement, avait donné à entendre que la restauration du cottage serait longue. « Tout cela est bien triste », songeait mélancoliquement la jeune femme, dans le window de l'hôtel, en compagnie de ses enfants. Il laissait errer un regard attristé sur la mer bleue et grise, où cependant ce matin-là se jouait un pâle rayon de soleil. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Le commandant Montglas parut, éblouissant de dorure dans son uniforme flambant neuf. Son visage était rayonnant. « Habillez-vous vite !» s'écria-t-il. « On s'en va ?» demanda le petit Bob en battant des mains. « Oui, il y a une auto en bas. »« Où allons-nous » murmura Mrs. Montglas avec un faible sourire. « Vous allez voir » dit le commandant malicieusement. 10 minutes après, l'auto filait à toute vitesse dans les rues étroites qui grimpent jusqu'au sommet de la falaise de Boston. Le commandant et Mrs. Montglas avaient échangé un regard d'une infinie douceur. Sans prononcer un seul mot, ils s'étaient compris. L'auto venait de stopper. Bob et Katie demeuraient émerveillés, n'en croyant pas leurs yeux. Ils se trouvaient dans le petit jardin du cottage paternel, restauré avec une si attentive minutie qu'on n'eût jamais pu supposer que quelques semaines auparavant, il était tombé dessus des obus de 420. Les enfants grimpèrent précipitamment à leur salle d'études. Tout était en place, les encriers en faïence peinte, les volumes à tranches dorées et les beaux albums pleins d'images. Mrs. Montglas se sentit doucement émue en voyant sur la cheminée du parloir une jolie coupe de Sèvres que son mari lui avait donnée lors de leur fiançailles et que, miraculeusement protégée par des poutres qui avaient formé voûte, on avait eu la chance de retrouver intacte parmi les décombres sans même une fêlure. « Pourquoi ne m'avoir pas prévenu ?» murmura la jeune femme en tendant son front au commandant. « Je voulais vous laisser le plaisir de la surprise, et j'espère que maintenant, aucune espionne boche ne viendra troubler notre bonheur. » Ainsi s'achève L'espionne de la marine par Gustave Le Rouge.